le but, c'est de favoriser le développement de son identité professionnelle par les questions et les activités qui sont proposées. On a vraiment à regarder en dedans de soi, on en est rendu où, c'est quoi ma couleur, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi qui teinte mon enseignement et tout ça, qui je suis comme enseignant. Alors, c'est sûr et certain qu'à ce moment-là, on développe l'identité professionnelle et aussi de créer une bonne habitude, donc de faire ça régulièrement, de se questionner. Donc, en le faisant dans le cadre d'un atelier, c'est plus facile par la suite de pouvoir le faire pour soi-même. Je dirais aussi, ce qui est bien important, si vous souhaitez donner un atelier comme ça, c'est le climat à installer dans le groupe. C'est vraiment un climat de dire, c'est un temps d'arrêt, là, on prend du temps pour soi. Donc, d'abord, c'est une journée où on prend notre temps de bien faire les choses. Je mets de la petite musique pendant les périodes où ils travaillent et tout ça, mais prendre le temps d'installer un climat qui favorise la réflexion, ça va aussi, c'est un moment aussi où les mentorés se retrouvent, donc c'est intéressant de faire ça. Et vu que c'est en fin d'année aussi, de dire, je prends du temps pour moi à travers ça aussi. Donc, il y a le côté aussi de reconnaître tout ce qu'on a fait dans l'année qui vient de passer. Alors, vous avez les diapos de ce que je vais vous montrer, c'est exactement la présentation. Alors, j'ai marqué dans le cadre de l'insertion professionnelle ou de la mi-carrière parce que, en fait, plutôt en cours de carrière, on peut le faire à plusieurs reprises. En fin de carrière aussi, on pourrait reprendre ces activités-là. Le déroulement de la rencontre. Donc, au début, c'est vraiment de faire la présentation de ce qu'est un projet personnel de développement professionnel. Je vais tout simplement parler des mêmes choses. Ensuite, la première étape, c'est vraiment de faire une rétrospective, donc de faire un bilan de ce qu'on a vécu jusqu'ici dans la dernière année, mais ça peut être plus large que ça peut être dans les 2-3 dernières années où on a enseigné. Étape 2, une prospective, donc faire émerger le projet tranquillement par les activités qu'on fait. C'est vraiment un entonnoir. Là, on part de très large et par les activités, on se dirige vers une idée de projet ou en tout cas, puis vraiment, ça va prendre une teinte tout à fait particulière pour chaque personne, de choses qu'ils ont envie de mettre en place, qui ont le goût de travailler là-dessus. L'aspect de la motivation, hein, c'est pour créer aussi la motivation dans son travail, donc on fait ça. Et ensuite, l'étape 3, l'action, rédiger son projet comme tel, puis il y a quand même des activités pour l'encadrer. Je vous dirais que l'étape 1 et 2 se fait surtout en avant-midi et en fait, l'étape 3 de plus être en action, se fait davantage dans l'après-midi. Là. Ça donne à peu près ça comme rythme. Donc, la définition, je vous en ai parlé quand même un peu, là, tout l'aspect de l'analyse réflexive. Donc, l'expérience d'insertion professionnelle vient, tu sais, il y a des grandes phases dans la vie professionnelle. Bien, l'insertion professionnelle, c'est un moment où on se pose beaucoup de questions sur soi-même. Donc, c'est le temps de faire des activités comme ça. C'est très riche à ce moment-là. C'est donc un regard qui est posé à la fois sur l'expérience passée, présente, et après ça, on se dirige vers l'avenir. On se projette dans l'avenir. Il y a ça aussi auprès des nouveaux enseignants. Ils sont tellement souvent dans la période aussi de survie, hein, dans les étapes d'insertion professionnelle, où ils sont dans l'immédiat, dans ce qui se passe présentement dans leur classe. Là, c'est de dire, bon, mais dans le continuum, là, tu te diriges vers quoi? Quelles sont tes aspirations? Comme je dis, il y a beaucoup l'élément de la motivation là-dedans. On reste motivé par rapport à notre travail quand il fait du sens, ça nous donne une direction à suivre. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que je le travaille avec eux. Comme je le disais, le projet est très différent d'une personne à l'autre parce que les besoins et les objectifs vont être différents au niveau de notre développement. On n'a pas les mêmes choses qu'on souhaite travailler ou qu'on a envie de travailler. Donc, les 3 temps de la vie professionnelle, là, qui sont des temps plus forts, l'insertion professionnelle, la mi-carrière et la fin de carrière. Donc, ce sont des bonnes périodes pour faire des activités de ce genre-là qui sont très, très riches, puis qui nous permettent de réorienter, adapter où on s'en va. Les objectifs de la rencontre, développer son identité professionnelle, je le disais, s'approprier son développement professionnel aussi. Donc, c'est pas quelque chose qui nous est demandé par d'autres. Là, nous, chacun, on a des objectifs. Ça va même avec nos objectifs de vie personnelle et tout ça, mais je m'en vais où? Je vois ma carrière comment? Je la dirige comment? C'est sûr qu'en ayant des buts, à ce moment-là, ça a un impact sur toutes nos actions du quotidien. Hein? Quand on sait qu'on veut se diriger vers ça, par exemple, quelqu'un qui pourrait dire, ben moi, je suis présentement, j'ai enseigné au primaire, mais je sais qu'éventuellement, ce que je veux faire, par exemple, c'est devenir conseiller ou conseillère pédagogique. Ça va orienter ses actions à ce moment-là. Mais c'est pas juste dans le fait de dire, je veux changer, par exemple, de carrière ou modifier ça, mais c'est aussi de dire, bon, par exemple, l'année prochaine,
moi, j'ai un intérêt pour les intelligences multiples. Donc, comme enseignante, j'avais fait ça, je pense à ma 2e ou 3e année d'enseignement. J'étais très intéressée par les intelligences multiples. Je suivais un cours en plus à l'université. Mais l'année suivante, je travaillais avec les intelligences multiples toute l'année. Mais c'est devenu mon projet, mais c'est surtout devenu mon élément de motivation aussi par rapport à mon travail, où je me fixais différents objectifs, puis ça teintait ma pratique à ce moment-là, pour donner un sens, signifiance et direction à son développement professionnel et faire de son développement professionnel une source de motivation. Je pense que je l'ai dit quelques fois. Des déterminants du développement professionnel. En fait, j'en ai comme ressorti 3, mais c'est sûr qu'il y en a plus que ça. Il y a toute notre attitude envers les autres, envers le milieu de travail, l'attitude des autres aussi, la façon dont on est accueilli dans les milieux aussi va avoir un effet sur notre développement professionnel. J'ai peut-être mis plus de choses dans la 2e diapo. Les facteurs qui peuvent m'influencer. Donc, mon attitude lors de mon développement professionnel, est-ce que j'ai une attitude ouverte? Est-ce que j'ai envie d'essayer des choses, de découvrir? L'attitude de mes collègues, la façon dont je suis reçue, par exemple, par mes collègues de travail, mais ici dans le cadre du mentorat par mon mentor, que je suis accompagnée. L'attitude de l'environnement de travail, là, ça se dit drôle, mais de dire, dans le fond, tout le soutien qu'on reçoit d'une organisation et tout ça va teinter notre développement professionnel et comment on va se l'approprier aussi. Et si on trouve ça comme quelque chose de plaisant, d'enrichissant, ou c'est plus une supervision professionnelle imposée, où on nous donne un cadre, puis vas-y là-dedans. Dans le fond, c'est s'approprier son développement professionnel et pas sentir que c'est quelque chose d'administratif ou vraiment où on se sent supervisé, évalué et tout ça, mais davantage de dire, moi, je me dirige vers quoi et j'ai envie de travailler sur quoi. L'aspect aussi de l'intuition, dans le sens où, dans le cadre de notre travail et tout ça, on va sentir certains aspects qui vont, disons, ils vont prendre un sens, notre pratique va prendre un sens et on va savoir davantage où s'en aller, dans le fond, de se fier à ça parce que c'est un facteur qui va nous donner de l'information. Souvent, hein, c'est informel, c'est que c'est de l'information inconsciente qu'on a hein, quand c'est l'intuition, c'est vraiment de vraies connaissances, mais on n'en a juste pas pris conscience. Donc, de se fier un peu à ce que notre intuition nous dit lors de notre développement professionnel pour faire nos choix puis nous orienter. Quand on a un intérêt très fort vers quelque chose sans trop pouvoir l'expliquer, bien, il y a peut-être une source de richesse à cet endroit-là. Donc, c'est des petites choses que j'explique en début de rencontre. Donc, se servir de l'intuition pour reconnaître ses alliés, par exemple, dans le milieu de travail. Donc, vous dire aux nouveaux enseignants, essayez de voir avec qui ça clique. Vous trouvez quelqu'un intéressant, vous avez le goût d'aller chercher de l'information ou jaser avec cette personne-là. Mais il y a probablement quelque chose de riche à aller chercher là. Donc, de se servir de ça, de se servir de l'intuition pour reconnaître les occasions à saisir. Il peut y avoir plein d'occasions de développer, par exemple, un projet à l'école avec un collègue, mais de saisir ces occasions-là. Puis souvent, il y a une partie intuitive qui va me dire, ah oui, j'ai le goût de m'embarquer là-dedans, puis il me semble que je sens qu'il y a quelque chose là pour moi. Donc, c'est un apport qu'on peut avoir de l'intuition. Et en fait, un autre déterminant du développement professionnel, c'est l'analyse réflexive, donc de développer cette habitude-là, parce que sans l'analyse réflexive, c'est dur de donner une orientation à son développement professionnel là, à ce moment-là. Donc, ça fait partie des outils absolument nécessaires dans notre profession. Donc, un petit topo que je fais au début. Après ça, on rentre vraiment dans les étapes et les activités comme telles. Ici, les activités liées à la rétrospective. J'explique, par exemple, après ça, ce qu'est la rétrospective. Donc, tout ce qui concerne le passé, l'évolution de quelqu'un. Donc, ce qu'on a fait. Donc, la partie récapitulative, chronologique, regarder donc en arrière ce qui s'est passé au cours de l'année ou des 2-3 dernières années. Donc, la partie de faire un bilan. C'est pour ça aussi que je fais la rencontre en fin d'année, bilan de cette année-là d'enseignement. Surtout qu'étant dans le cadre du programme de mentorat, le programme, c'est sur une durée d'1 an. Là. Alors, c'est la dernière rencontre avec les mentorés ici. Ce n'est pas avec les mentors, c'est avec les mentorés seulement que je le fais. Donc, dans l'étape 1, tout ce qui est sur le regard sur le passé, sur ce qu'on a fait. Il y a certaines activités qui sont celles-ci, donc reliées à mon portrait, donc qui je suis, vraiment le développement de mon identité professionnelle, mes 4 principaux intérêts, mes 4 forces, mes 4 principales valeurs et leur influence sur mon travail, mes 4 principales compétences générales, mes 3 principales compétences comme enseignant. Donc, ici, où on va aller faire des activités par rapport à ça. Des retombées du travail, donc toute la source de mon statut d'enseignant.
Qu'est-ce qui est valorisant pour moi dans le fait d'être enseignant? Déterminer qu'est-ce qui me motive à être un enseignant ou quand je me présente à d'autres puis je me présente comme étant un enseignant, qu'est-ce que ça vient chercher? De quoi je suis fière? Et ça va être différent d'une personne à l'autre. Mon réseau, présentement, c'est quoi mon réseau professionnel? Prendre le temps de l'établir. Réalisation de l'année 2011-2012, dans le fond de l'année dernière. Et des émotions inhérentes à la vie professionnelle, c'est que cette fois-ci, on va aller chercher non pas des réalisations de l'année précédente, mais des expériences signifiantes de l'année qui viennent de passer, donc plus au niveau d'expériences qui ont amené certaines émotions. Donc, on n'ira pas chercher la même information. Alors, comment ça se fait, ces activités-là? Comme je vous disais, ils ont chacun un cahier là, de participants, puis ils doivent remplir des choses et tout ça. Donc, il y a des captures d'écran un peu de l'intérieur du cahier. On va voir ici, en faisant le portrait, les principaux intérêts, les principales forces et les principales valeurs. Donc, chacun prend vraiment le temps de dire quels sont mes principaux intérêts. Là, dans la partie ici, tout simplement, nommer 4 intérêts qui ne sont pas nécessairement de la vie professionnelle. Ça peut être de la vie personnelle aussi, dans le sens où on peut utiliser des intérêts, par exemple, pour un sport en particulier qu'on a, puis amener ça dans notre enseignement. Donc, c'est pour ça que je le laisse large, autant d'intérêts issus de la vie personnelle ou professionnelle. Mes principales forces, donc c'est des choses qui sont reconnues même par d'autres, et là on peut valider auprès de son mentor, des forces qu'on a par rapport à l'enseignement ou je mets dans l'exemple par un diplôme, une lettre de référence, un certificat, un rendement scolaire, des fonctions ajoutées, certaines formes d'expertise peut-être qu'on a, parce que même comme nouveau, on peut avoir eu des expériences qui nous ont formés, qui nous ont amenés à avoir justement certaines forces, c'est de prendre le temps de se questionner là-dessus. Mes principales valeurs, et ça, je leur donne une liste de valeurs quand même pour pouvoir les aider, parce que comme ça, dans le vide, nommer vos 4 principales valeurs, là, ça peut être long, ils peuvent chercher et tout ça. Donc, une liste de valeurs pour voir à quel point elles sont importantes pour la personne, pas nécessairement en lien avec la vie professionnelle, mais c'est que nos valeurs vont teinter notre pratique de l'enseignement. Là, ici, vous vous dites, bon, OK, on collige un peu de l'information, on marque des choses, il y a quand même une réflexion, les personnes vont chercher ça en eux. Mais vous allez voir, c'est que vraiment l'activité se fait continuellement en boucle. Donc là, on commence à faire des activités, mais les activités après ça qui vont suivre, on va revenir chercher l'information des activités précédentes. Fait que pour l'instant, OK, c'est intéressant de le faire, là, mais les valeurs, en quoi ça va m'aider à trouver mon projet, c'est pas nécessairement clair tout de suite, mais on va voir après ça qu'on va faire un retour sur, par exemple, cette page-là. Ensuite, encore toujours mon portrait, avec un surligneur, identifier 4 compétences génériques que vous possédez. Là, c'est par exemple l'adaptation, détermination, sens des responsabilités, organisation, confiance aux autres, créativité. Donc, une liste de compétences qui n'ont pas nécessairement à voir strictement avec l'enseignement. Et ensuite, les compétences de l'enseignant. Ici, c'est les compétences, à ma commission scolaire, on a un référentiel de compétences. Ça reste que c'est la même essence, là, les compétences que celles du profil que vous connaissez. Donc, vous pourriez le faire avec ce profil-là de la même façon. D'essayer de toutes les lire et de voir quelles sont mes forces dans ces compétences-là. Aller d'abord mettre, parce qu'il y en a 7, les mettre en ordre, de celles que je possède le mieux, je maîtrise le mieux, à celles que je pense qui est plus difficile pour moi. Et je leur fournis aussi les gestes clés, là, ou les composantes de la compétence pour être capable plus de cibler ça, faire cet exercice-là. Et à la fin, dans le fond, de ressortir mes 3 compétences qui représentent des forces. Encore là, des forces, c'est souvent des choses aussi qu'on a le goût de mettre de l'avant dans notre enseignement, mais ça nous permet aussi de voir quels aspects aussi peut-être que je voudrais développer et mettre dans mon projet de développement professionnel. Ensuite, la source de mon statut, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, là, votre fierté d'être enseignant se base sur quoi? Et là, ici, on fait un diagramme à bande, ou ça pourrait être un graphique avec des points qu'on relie, pour voir est-ce que ça repose vraiment sur le fait que je suis fière d'avoir beaucoup de formation, d'avoir fait mon bac, ou peut-être d'être allée chercher ma maîtrise. Est-ce que c'est sur le titre, j'aime ça me présenter comme enseignant et je sens que les gens ont un respect pour ça quand je le dis. Si ça repose beaucoup sur ma fonction, sur les actions, mes tâches que j'ai à longueur de journée, c'est vraiment là-dessus, c'est ce qui me nourrit particulièrement. Est-ce que c'est sur le salaire? Est-ce que c'est sur autre chose aussi, la possibilité de mettre une autre source à mon statut, mais d'essayer de voir sur quoi
ça se base. Ça peut aussi influencer plus tard là, mon projet. Par exemple, si je suis quelqu'un qui est très fier de ce qu'il fait, mais par exemple, au niveau de la formation, se sent plus ou moins outillé et aurait le désir d'aller chercher plus de formation, pourrait justement dire, ben, dans mon projet, il y aura peut-être d'aller chercher de la formation. Encore là, comme je dis, c'est tranquillement pour commencer à faire émerger le projet. Ensuite, l'activité, c'est sur mon réseau. En fait, ça, ce sont des exemples de schémas à faire pour illustrer son réseau, mais dans le cahier, ils ont ensuite une page blanche pour aller illustrer leur réseau présentement. Donc, souvent, il y a le mentor, les collègues enseignants de qui ils sont plus proches, la direction. C'est sûr que ce n'est pas un très gros réseau, hein, habituellement, au départ, pour les nouveaux enseignants, mais vous allez voir qu'on va reprendre le réseau après ça dans une autre activité. Donc, d'abord, ici, c'est vraiment de rendre compte de qui gravite autour de nous comme enseignants. L'avant-dernière activité de la partie de faire un bilan. Mes réalisations de l'année 2011-2012, 3 réalisations dont je suis vraiment fière ou qui ont été marquantes pour moi. Ça, vous allez voir plus tard, c'est qu'on a moyen aussi de tirer de là pourquoi je suis fière de ces réalisations-là. Il y a quelque chose là, il y a de l'information. Pourquoi c'est source de fierté, chacune des réalisations? Est-ce que c'est parce que j'ai amené les élèves à découvrir quelque chose qu'ils ne connaissaient pas? Est-ce que c'est dans ma façon dont j'ai géré, par exemple, ce projet-là? Ici, on va pouvoir aller chercher de l'information encore pour essayer de répéter cette situation gagnante-là. Donc, cette réalisation dont ils sont fiers, essayer d'aller produire ça encore dans un projet de développement professionnel. Et la dernière activité, de faire un bilan. Là, au niveau davantage des émotions, 4 expériences professionnelles de l'année 2011-2012 qui peuvent avoir un caractère positif ou négatif. Par contre, il y a vraiment une contrainte. Ça doit être lié aux émotions suivantes. Confusion, tristesse, colère, peur, force, audace, bonheur. Il pourrait avoir 2 situations qui vont avec la même émotion, mais vraiment liées à ces émotions-là, parce qu'après ça, je vais leur faire un travail là-dessus. Donc, des expériences professionnelles significatives, c'est assez large à ce moment-là. Hein, ce n'est pas nécessairement juste au niveau de la relation avec les élèves. Ça peut être une situation avec un parent. Ça peut être vraiment très large, une situation professionnelle. C'est toutes les sphères de notre travail. Puis, on le sait, dans le mentorat, hein, ce n'est pas du coaching lié strictement à la tâche. Hein, c'est beaucoup plus large. Bien, je vous dirais qu'ici, on parle d'expérience, vraiment tout ce que comporte le fait d'être un enseignant. Alors ça, c'était pour vraiment faire le bilan d'abord. À ce moment-là, puisqu'ils ont travaillé en individuel, on ne peut pas faire autrement, c'est un regard à l'intérieur de soi. C'est pour ça que je vous dis à quel point c'est important d'établir un climat détendu, chacun son café ou ces petites choses. Si vous voulez vous mettre en petits groupes et échanger de temps à autre et tout ça, faites-le. On prend notre temps aussi parce que ce qui est difficile à gérer, c'est un peu le temps, justement, parce que chaque personne va pouvoir répondre aux questions ou faire les activités pas au même rythme. Ce que je fais jusqu'ici, c'est je donne les explications quand même. Une fois, on fait l'activité tout le monde. Après ça, je donne l'explication de la prochaine activité. On la fait tout le monde ensemble. Et je laisse du temps à ce que, dans l'après-midi, ils retournent aux activités qui peut-être auraient demandé plus de réflexion, parce que c'est tellement différent d'une personne à l'autre. Si j'explique toutes les activités, on s'entend qu'il y en a qui vont finir ça, puis c'est une journée complète d'atelier, peuvent avoir une réflexion qui se fait en 45 minutes sur tout ça. C'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment qu'ils prennent le temps de plonger pour chaque activité. Alors, c'est pour ça que je me fais comme la personne qui donne le rythme. Et c'est sûr qu'il y en a qui... je disais, il y en a qui vont peut-être trouver ça long parce qu'ils vont répondre rapidement, mais je vous dirais que c'est pas ça l'expérience du tout que j'ai. Ils commencent par peut-être répondre rapidement, mais à un moment donné, parce que de toute façon, ils sont obligés de m'attendre, ils continuent à réfléchir, là, ils se remettent à écrire, et ça va souvent plus loin que peut-être ce qu'ils auraient fait au départ en donnant moi-même le rythme. Sauf que justement, pour pas que ça soit trop lourd non plus, parce qu'on est dans le réflexif et tout ça, je donne un temps d'appropriation et d'échange où on le fait soit en sous-groupe ou en grand groupe, de dire, on discute ensemble. Je pense que c'est plus efficace en sous-groupe d'abord. Quelles sont mes réflexions par rapport à ce que j'ai découvert dans la rétrospective? Ils ne sont pas obligés de se livrer et tout ça, mais tu peux avoir le goût de jaser quand même des éléments qui sont ressortis ou de ce que tu penses des activités si ça te fait réfléchir. Qu'est-ce qui se dégage donc de ma rétrospective? Et présenter brièvement
un ou deux éléments de ma rétrospective justement au groupe, puis on fait l'échange aussi, ceux qui le souhaitent après ça en grand groupe. Mais ça, c'est toujours à la discrétion des participants. Là, on est peut-être rendu à la pause du matin. Là, on va commencer la deuxième étape, la prospective, faire émerger le projet. C'est là que vous allez voir qu'on reprend les activités. Donc, qu'est-ce qu'une prospective d'abord? La prise en compte de l'avenir pour orienter les actions du présent. Parce que justement, si on sait où on s'en va, on va prendre un certain chemin. Porter un regard à la fois sur le présent et sur l'avenir. Et ça permet de faire émerger le projet qui est comme notre action plus de l'après-midi. Ça va nous amener après ça à une mise en action, mais là, on n'est pas encore à l'action du tout, là. Les activités, donc, par rapport aux retombées du travail puis aux émotions inhérentes à la vie professionnelle, c'est là où vous allez voir, on revient sur certaines activités. On avait donc fait le statut idéal avec dans le fond, le diagramme à bande, sur quoi repose ma fierté et tout ça. Ici, c'est quand même assez simple. Après une réflexion, répondre à la question suivante à la page 25, quel serait pour moi un statut idéal? Dans le fond, ils ont établi leur statut présent, sur quoi repose leur fierté et tout ça. Mais quel serait mon statut idéal? Donc, vers quoi je veux m'en aller? Pour moi, qu'est-ce qui est le summum? À ce moment-là, ça leur permet de voir sur quelle sphère, quel aspect ils peuvent travailler. Ensuite de ça, par rapport au réseau élargi, on reprend le réseau de tout à l'heure, où par exemple, il avait fait des ronds avec les personnes qui représentent leur réseau, et essayer de voir les nouvelles connexions qu'ils aimeraient établir prochainement ou dans l'année prochaine, donc d'aller chercher. Ça permet de voir l'intérêt qu'on a pour certains sujets ou pour certaines personnes qui peuvent nous apporter des connaissances avec qui on aimerait travailler, mais ça nous permet de dire si je veux élargir mon réseau, éventuellement, il va falloir que je me mette en action. Donc, c'est vraiment s'approprier ces actions-là pour élargir le réseau. Mais en le faisant sur papier, prenant le temps de vraiment l'établir, c'est plus dur de ne pas le faire aussi à ce moment-là. Ça peut être assez large. Je peux dire que contacter mon CP disciplinaire avec qui je n'ai jamais eu d'échange, par exemple. Ça peut être avec un autre enseignant qu'on admire et qu'on aimerait peut-être pouvoir échanger avec lui. Donc, ça peut être assez large. Comme je vous dis, c'est très personnel à chacun. La réponse va être différente d'une personne à l'autre. Ça ici, c'est une activité qui est vraiment le fun à faire, le bien cuit. Alors, vous connaissez ce qui est un bien cuit ou, quelqu'un qui est, par exemple, souvent, c'est dans le cadre de la fin de carrière, où on fait une rétrospective un peu de ce que la personne a réalisé dans sa carrière. On en fait un peu le portrait là, de ses manies, de sa couleur, de son identité comme collègue. Alors, ce que j'invite les participants à faire, faites votre propre bien cuit. Si on était là à quelques jours vous étiez à quelques jours de votre carrière, vous aimeriez qu'on dise quoi sur vous? Qu'est-ce qu'on dirait? Vous auriez fait quelle réalisation? Qu'est-ce qu'on retiendrait de vous? Puis là, c'est pas nécessairement juste au niveau des réalisations, mais ça peut être, elle avait tout un sens de l'humour, elle aimait venir nous taquiner, puis elle avait le don de tisser des liens avec tout le monde. Ça nous donne quand même, encore là, une direction de ce qui est important pour nous, mais où on veut s'en aller, puis comment mettre ça encore plus d'avant dans nos actions au quotidien, puis dans notre vie professionnelle. Donc, qu'est-ce que les gens disent sur vous? Donc, il peut y avoir des anecdotes, des taquineries. Qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis de ces témoignages? Parce qu'il pourrait aussi avoir des éléments plus négatifs ou qu'on n'aimerait pas qu'ils soient dits sur nous aussi. C'est source d'information également, là, de dire, qu'est-ce que je voudrais qu'on dise, mais qu'est-ce que je voudrais pas qu'on dise sur moi. Donc, c'est intéressant de le faire, puis il y a vraiment de la place dans le cahier pour le faire, voir les émotions qui se dégagent de ça. Et ça, je vous dirais déjà, ça donne une vision de l'avenir assez claire, hein, où on veut s'en aller et où on ne veut pas s'en aller. C'est source de pas mal d'informations ici. Des émotions inhérentes à la vie professionnelle. Alors, vous vous souvenez, tout à l'heure, on a vu 4 expériences significatives, mais qui étaient liées à certaines émotions. Donc là, ici, ce que je fais, c'est que je reprends ces émotions-là pour voir le bénéfice de ces émotions-là. Qu'est-ce que ça peut, les bienfaits, donc, qu'est-ce que ça peut nous amener comme information sur nous? Comment ça peut nous faire cheminer? Comment on peut réfléchir? Donc, par exemple, la confusion. Qu'est-ce qui naît de la confusion, d'une situation qui nous a amené à être confus, à ne pas savoir où on s'en va et tout ça?
La confusion, c'est souvent une grande source d'apprentissage. Quand on est dans la confusion, c'est qu'on n'a pas les réponses, mais en même temps, ça nous oblige à être très ouvert. Alors souvent, quand on a vécu une situation où on ne savait plus du tout quelles étaient nos valeurs par rapport à ça, où on ne sait vraiment pas à quoi s'en tenir, ou, mon Dieu, on a des informations complètement contradictoires et tout ça, mais souvent, on a une bonne source d'apprentissage qui va se situer là. Et là, c'est lié à un atelier où il y a plusieurs questions par rapport à ça. Je vais l'avoir dans les diapos suivantes. Là, on pourra le regarder par la suite un petit peu plus explicitement chacun des ateliers. La tristesse, en fait, souvent une personne qui peut vivre des situations qui vont être tristes, qui vont être difficiles, ça montre une certaine sensibilité. Et ça, encore là, la sensibilité à ce qui se passe autour de nous peut être une source d'information. Il y a peut-être des injustices, des choses avec lesquelles on n'est pas à l'aise et ça va nous permettre peut-être de modifier nos façons de faire ou de vouloir mettre sur pied certaines choses en classe, à l'école, auprès des élèves. Comme je dis, c'est un peu dur de donner des exemples dans le sens où c'est tellement personnel, ça va être tellement différent d'une personne à l'autre ce que ça va vouloir dire ici. Une situation qui nous a mis, par exemple, en colère, une situation professionnelle, souvent la colère est dirigée vers des personnes ou par rapport à des situations, mais dans les situations, il y a toujours des personnes. Alors, d'essayer de prendre la place de l'autre et la vision de l'autre. Hein. Souvent, c'est ça, on peut voir une injustice à l'école, être en colère par rapport à ça, mais si on se mettait à la place, par exemple, si c'est quelque chose, une décision qui a été prise par la direction, se mettre à la place de la direction dans la situation et vraiment essayer de voir quelle serait, moi, ma façon de faire ou comment je me sens si j'étais à la place de l'autre, on est capable de relativiser la situation, puis ça nous permet de voir notre part de responsabilité, qu'est-ce que j'ai comme contrôle aussi sur la situation, puis si j'ai pas de contrôle sur la situation, c'est peut-être bien de lâcher prise là-dessus. Hein, dans le fond, je ne sais pas si vous avez vu souvent des activités sur le lieu de contrôle. Hein, quand on met la faute sur les autres, sur des situations, on est toujours en situation d'impuissance. Puis, ce que ça fait, c'est que ça nous démoralise. Tandis que quand on voit la part, ce qu'on peut y faire, au moins, on sent qu'on peut changer des choses, puis on va pouvoir se mettre en action. Fait que ça permet de voir ça aussi. La colère, bien, ça sert peut-être à diriger à ce moment-là nos actions dans le bon sens, de prendre des décisions. La peur, souvent, ça cache c'est un défi qui est caché. Hein. La peur, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui pourrait nous intéresser, mais c'est de se lancer, de prendre un risque. Une situation où on ressent vraiment une force, souvent, c'est parce qu'on sent qu'on était dans notre élément et qu'on a pu créer quelque chose. L'audace, bien, c'est souvent, ça, c'est un grand moteur, hein, de dire, mais comment je pourrais oser encore? Qu'est-ce que je pourrais faire pour aller plus loin? Et une situation qui nous aurait apporté du bonheur, bien, maintenant, de le décortiquer en disant, qu'est-ce qui m'amène à vivre des situations qui me rendent heureux dans mon travail? Et souvent, je vais être capable de le reproduire aussi quand je suis capable de décortiquer ce qui m'a amené à ça. Pour avoir plus de détails, là, j'ai mis des captures d'écran par la suite. C'est petit là-dessus, mais ici, sinon, je vais le lire de toute façon. Juste pour donner des exemples, par exemple, pour la confusion qui peut être une bonne source d'apprentissage. Par exemple, en quoi cette expérience est-elle formatrice pour vous? Quelle vision, orientation, compréhension, valeur se dégage de cette expérience de travail? Comment cette expérience participe-t-elle à votre insertion professionnelle, à votre développement professionnel? Parce qu'il y a toujours des bienfaits au niveau de notre développement professionnel dans ces situations-là. Par exemple, une situation qui nous a rendu triste dans une situation professionnelle. Quelle est la source de cette tristesse? Est-ce une de vos valeurs personnelles qui est ébranlée? Est-ce que cette expérience professionnelle vous fait vivre une désillusion au regard de la profession d'enseignant? La tristesse ressentie peut être le reflet d'une sensibilité, d'une préoccupation, d'un intérêt particulier que vous avez. De quoi s'agit-il? En quoi cette sensibilité peut-elle vous aider à être un bon enseignant? Donc, il y a toujours des sources d'enseignement pour soi. Et comment cette expérience participe-t-elle à votre insertion professionnelle, à votre développement professionnel? C'est pas mal toujours de la même façon là, que ça se termine. Je ne sais pas, peut-être la peur, ça peut être quelque chose qui est fréquent. Derrière votre sentiment de peur se cachent des besoins que vous avez. Quels sont ces besoins? Comment pouvez-vous répondre à ce besoin ou aller chercher les ressources nécessaires? Par exemple,
une situation où l'enseignant, le nouvel enseignant a intervenu auprès d'un élève, puis l'élève vraiment lui répond et tout ça, puis il ne sait pas trop comment réagir, puis il sent qu'il perd la face devant le groupe et tout ça. Puis c'est cette situation-là qui amène dans l'activité, ben, derrière votre sentiment de peur par rapport à on veut pas que cette situation-là se reproduise, puis je veux pas perdre la face devant les élèves, puis je sais pas comment intervenir avec cet élève-là qui est un peu un leader négatif puis qui me fait paraître mal. Quels besoins j'ai? Quels sont ces besoins? Qu'est-ce que je peux aller chercher comme ressources? Mais il y a peut-être on manque d'outils au niveau des interventions, on manque peut-être de connaissances au niveau d'un élève comme ça qui nous répond, qui est provocateur ou quoi que ce soit. Donc, il y a un besoin qui provoque la peur. On peut donc aller le chercher. La peur est souvent liée à la prise de risque. Quel défi se cache derrière votre peur? Peut-être juste le fait d'être capable d'intervenir puis oser intervenir, parce que combien de nouveaux enseignants vont avoir peur de ne pas se faire aimer par le groupe, par les élèves et qui n'oseront pas intervenir. Ça peut être des choses comme ça. Et comment ce défi pourrait participer à votre insertion professionnelle, votre développement professionnel? C'est peut-être justement de travailler sur le fait d'être capable d'intervenir auprès de ces élèves-là, et ça peut devenir un défi qui est même intéressant et source de motivation. Donc, je ne vous lirai pas les autres, vous pourrez toujours voir pour donner des idées. Encore ici, on reprend la même pause d'appropriation et d'échange. Et après ça, on rentre vraiment plus dans ce que je vous disais, c'est un peu plus dans l'après-midi, donc dans la rédaction comme telle. Donc, qu'est la bise en action? Prendre des décisions, choisir des actions et réaliser en tenant compte de tout ce qu'on a vu auparavant, donc de ce qu'on a vécu dans le passé, mais aussi de la prospective dans le fond, la réunion de ce qu'on a vécu, qu'on vit dans le présent et comment ça va orienter l'avenir. Alors, des actions qu'on peut entreprendre au niveau des retombées du travail et des émotions inhérentes à la vie professionnelle. Et là, c'est vraiment une partie où on laisse pas mal de temps aux gens pour répondre aux différentes questions pour qu'ils soient capables d'établir par la suite leur projet. Alors, c'est pour dans le fond, PICO, aller vraiment choisir une action qui est réaliste, qui est réalisable, qu'on aimerait mettre en œuvre dans l'année suivante par rapport à ces thèmes-là. Puis c'est des thèmes qu'on a abordés, dans le fond, précédemment. Par rapport au développement de votre identité en tant qu'enseignant. Puis là, on se rappelle, on a vu les intérêts, des forces, on a vu aussi des compétences. Alors, il y a peut-être des choses qu'on a le goût de creuser. À l'atteinte de votre statut idéal, comme je dis, ça peut vous donner des indications aussi à savoir est-ce que je veux me développer au niveau de la formation, est-ce que je veux développer aussi toutes mes fonctions, ce que je fais, j'aurais le goût de m'investir dans plus de choses. À l'élargissement de votre réseau professionnel, déjà, il y avait des pistes d'action dans l'élargissement qu'on souhaitait avoir au niveau de son réseau professionnel. À la réalisation ou non des éléments présentés lors de votre bien cuit. Donc, de voir qu'est-ce que je peux mettre en action, parce qu'on a vraiment, à ce moment-là, le bien cuit, il y a quand même beaucoup de choses qui vont avoir été dites. Là, habituellement, dans un bien cuit, on ne traite pas juste d'un point, mais vraiment de plusieurs. Essayez de reprendre chacun de ces points-là, puis de voir comment je peux me mettre en action par rapport à ça. C'est de voir ce qui avait été dit dans mon dernier groupe, dans leur bien cuit. Il y a quelqu'un qui disait qu'elle voulait probablement, vraiment pas tout de suite, mais justement plus vers la fin de sa carrière, écrire sur un terme qui l'intéressait, qui était vraiment au niveau de la santé. C'est un prof d'éducation physique, tout ça. Puis d'aller mettre sa passion qu'elle avait pour toute l'alimentation et la santé, mais mettre ça au service des gens parce qu'elle aimait vraiment ça, elle en mangeait justement. Alors, déjà, en sachant qu'elle aimerait un jour écrire ou transmettre d'une façon quelconque ses connaissances sur la santé, l'alimentation, pour les enseignants d'éducation physique et tout ça, ou des gens en programme en lien avec la santé, déjà, elle s'est dit, il y a peut-être des choses déjà que je pourrais commencer à faire. Il y a déjà des éléments qui m'intéressent particulièrement. Je pourrais déjà commencer à écrire, par exemple, des petites capsules, des petites chroniques dans la publication de l'école. Il y avait déjà des choses qui se mettaient en place, des actions qui faisaient, dans le fond, qu'elle allait déjà se mettre en action pour son projet presque de fin de carrière, là, qui était d'écrire son livre. Alors là, c'est vraiment de voir sa vie professionnelle selon un continuum. Là, on est constamment en train de redéfinir notre avenir professionnel, mais c'est de donner chacun la direction qu'on souhaite. Vous pouvez de même vous poser la question, prendre 2-3 minutes pour voir
qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous à la fin de votre carrière? Quelle réalisation en particulier vous aimeriez qu'on souligne? Ça va vous donner déjà des bonnes indications, peut-être de choses à mettre dans votre plan d'action l'année prochaine ou dans les années à venir, de certaines pistes. Parce que se mettre en action, on ne peut pas toujours indéfiniment repousser ça. C'est au fil du temps, dans le fond, de mettre des actions en place. Dans le fond, je fais des liens avec, on offre un atelier aussi pour les gens en fin de carrière, à 3-4 années de leur retraite, et qui viennent entendre parler de la retraite. Et souvent, ce qui est dit, c'est, si vous voulez planifier votre retraite, ça commence maintenant, là, de mettre en action pour avoir la retraite qu'on souhaite. Hein. C'est pas à 6 mois de la date de notre retraite, c'est un peu ça. Donc, on me dit que c'est pas mal la fin, fait que j'ai pas mal fini. De toute façon, ça ne sera pas tellement long. La réalisation, ça, j'en ai parlé. Les expériences professionnelles significatives, donc, c'est de voir une action que je pourrais mettre. Puis là, on avait fait les ateliers. Donc, comment je pourrais mettre en action par rapport, par exemple, aux défis cachés par la peur. À la lumière, donc, de toutes ces activités-là, d'élaborer son projet. Et là, j'amène du matériel et tout ça pour qu'ils puissent aussi le faire sous une forme qui les intéresse. Et là, j'ai eu une suggestion que je trouvais vraiment très bonne de dire aux participants, avant qu'ils viennent en atelier, de peut-être amener leur cahier qu'ils veulent utiliser, mais tu sais, il faut que ça soit attrayant, donc d'amener du matériel pour faire leur projet, parce qu'il y en a que ça va être davantage par graphique, par dessin, d'autres ça va être plus dans l'écriture, mais qu'ils puissent amener eux-mêmes leurs choses, parce que moi j'amenais du matériel, mais ça reste que chacun a sa façon de faire, puis ça peut être juste une liste aussi, là. Chaque moyen est bon, puis c'est développé à différents niveaux. Les éléments de réflexion importants pour le projet, donc ils continuent dans l'après-midi, là, ils ont du temps pour travailler le projet. Quels sont vos objectifs relatifs à l'acquisition et au développement des compétences pour l'année suivante? Les actions que vous souhaitez entreprendre qui vous permettront d'atteindre ces objectifs. Mettre un échéancier aussi, hein, parce que si on ne met pas d'échéance, à ce moment-là, on peut repousser éternellement notre mise en action. Et quelles sont les personnes qui peuvent nous aider? On l'a vu probablement aussi dans le réseau. Et quelles sont vos perspectives de développement professionnel à long terme, votre plan de carrière? Et ça n'a pas à être très défini. Et il y a des gens que ça va être très défini, mais d'autres, c'est tout simplement des choses qu'ils ont le goût d'essayer, par exemple, avec leurs élèves l'année suivante. Puis à la fin, on fait vraiment un tour de table. Si vous avez envie de dire ce que vous voulez expérimenter l'année prochaine ou des éléments de votre projet, puis c'est vraiment intéressant d'entendre ça et de voir à quel point c'est différent d'une personne à l'autre, que c'est très personnel. Alors, voilà le topo de l'atelier.